Ces dernières années, on entend beaucoup parler d'effondrement d'un pays, de l'économie, de notre civilisation. On est vraiment si fragile que ça? Par exemple, si on voulait détruire la France ou n'importe quel autre pays, est-ce qu'il y a des faiblesses qu'on pourrait exploiter pour arriver à nos fins? Les centrales électriques, les bases militaires remplies de nucléaire ou même les barrages, c'est dangereux ça. Et peut-être moins résistant que vous ne le croyez. Plonger l'humanité dans le noir. Le 4 novembre 2006, vers 22h, plus de 10 millions d'Européens sont privés d'électricité. Très vite, c'est la panique. Les centres d'appel sont surchargés. Ça va durer seulement 38 minutes, mais la vérité, c'est qu'on est passé pas loin d'un blackout total. Pour une raison toute bête. Deux lignes à haute tension avaient été désactivées au nord de l'Allemagne pour laisser passer un bateau. Puis après une mauvaise manip, une autre se coupe encore. L'électricité qui devait passer par là est redistribuée aux lignes adjacentes qui se retrouvent surchargées et se coupent. Paf! En 20 secondes, de l'Allemagne au Portugal, en passant par la France, les lignes s'éteignent une à une comme un effet domino. Ça a même touché le Maroc et la Tunisie. Ce qui a évité la catastrophe, c'est les systèmes de sécurité, qui ont tout coupé pour éviter que la réaction en chaîne ne se propage. Le réseau électrique, c'est comme une immense toile qui relie tous les endroits où on produit de l'électricité et tous ceux où on la consomme. On s'amuse pas à stocker de l'énergie dans des grosses piles pour l'utiliser plus tard. Faut produire en continu exactement ce dont on a besoin. Théoriquement, un seul événement peut faire s'écrouler le réseau. En pratique, c'est différent. Tout est surveillé en continu, et il y a plein de moyens d'éviter l'effet papillon. Par exemple, en janvier 2021, un disjoncteur a sauté dans un poste électrique en Croatie. Ça a eu pour conséquence de couper l'Europe en deux. L'Ouest s'est retrouvé avec un manque d'électricité, et la France a dû couper 16 sites industriels pour réduire la consommation du pays, l'équivalent d'une ville comme Lyon. Parce qu'évidemment, le blackout total d'un pays aurait des conséquences désastreuses, mais pas instantanément. Les hôpitaux par exemple sont équipés de générateurs de secours fonctionnant à l'essence et peuvent continuer d'alimenter le bâtiment pendant plusieurs jours. Pareil avec les centres de télécommunication ou les data centers. Sans électricité, vous pourrez toujours passer des coups de téléphone ou être soigné. C'est la même chose avec l'accès à l'eau potable. Les châteaux d'eau peuvent continuer d'alimenter une zone pendant 12 à 24 heures. Bon, une fois le délai passé, ça sera un vrai challenge dans les grandes villes, mais il y a de la marge. Tout ça signifie que si on veut précipiter un pays dans la panique, faut réussir à le mettre dans le noir plusieurs jours de suite. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. En 2003 par exemple, c'est une branche d'arbre qui a fait sauter tout le réseau italien. 58 millions d'habitants renvoyés à l'âge de pierre et toutes les centrales déconnectées du réseau. Pourtant, en moins d'une dizaine d'heures, la moitié du pays avait récupéré du courant. Normal, on connaissait l'origine du blackout. Il a suffi de relancer les lignes petit à petit. C'est donc inutile de simplement faire disjoncter le réseau. Faut trouver un moyen d'empêcher les systèmes de sécurité de se mettre en place et de coordonner la remise en service. Pour ça, j'ai une solution, le Centre National d'Exploitation du Système. C'est là qu'est gérée l'intégralité du réseau électrique français. Et surtout, c'est là qu'ils passent leur temps à anticiper les problèmes sur les lignes. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Pas besoin de faire exploser des centrales ou d'arracher des poteaux électriques. Ici, vous avez accès à tout. Prenez le contrôle du système, désactivez les procédures de sécurité et commencez à couper les lignes pour surcharger le réseau. La technique secrète, c'est de s'attaquer en priorité à celle qui nous relie à l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Les trois autres plus gros producteurs d'électricité en Europe. Ça représente plus de 50% de la production du continent. Et comme la France est au croisement des réseaux, ça fera beaucoup de dégâts. Cerise sur le gâteau, vous êtes en parfaite position pour manipuler l'information. Faux rapport d'erreur aux autres infrastructures pour leur faire commettre des gaffes, ou cacher au pays ce qui se passe pour compliquer les réparations. Je vous conseillerais même de faire ça en hiver, de préférence le jour le plus froid. Le chauffage, c'est une des choses qui augmente le plus la consommation électrique. En France, pour chaque degré en dessous de zéro, c'est comme si on rajoutait une ville de Paris sur la carte. Plus le réseau est sollicité, plus vous allez faire de dégâts. Inonder tout un pays. En France, l'hydroélectricité, c'est notre deuxième source d'énergie, derrière le nucléaire. Environ 20% de parc électrique. Le plus puissant barrage, c'est celui de Grand Maison, dans l'Isère. En service depuis 35 ans, 560 mètres de long pour 140 de haut. Il produit jusqu'à 1800 MW. De quoi alimenter en électricité 830 000 personnes. Mais c'est une fourmi à côté des plus gros mastodontes, notamment le champion de toute catégorie, le barrage des Trois Gorges dans la province de Hubei, en Chine. 2300
335 mètres de long, capable de produire jusqu'à 22 500 MWh d'énergie. C'est théoriquement la centrale électrique la plus puissante de l'histoire. Pour le construire, il a fallu déplacer 1,4 million de personnes et immerger plus d'1 millier de villes et villages. Tellement immense, avec ses 27 milliards de mètres cubes d'eau, qu'il a carrément ralenti la rotation terrestre. De 0,06 microsecondes, mais quand même. Forcément, un truc pareil, ça représente un danger monumental. D'ailleurs, à la base, il n'a pas été construit uniquement pour l'électricité, mais aussi pour contenir les inondations régulières causées par les crues. Sauf que même le barrage ne peut pas tout arrêter. Récemment, en 2020, les pluies ont été tellement fortes qu'il a débordé, causant au moins 26 milliards de dollars de dégâts et tuant plus de 200 personnes. À l'époque, certains spécialistes expliquent que si le barrage cède, c'est jusqu'à 400 millions de vies en danger. Les milliards de litres d'eau seraient déversés d'un coup, s'écoulant le long du fleuve Yangtze, dévastant toutes les villes sur son passage, comme Wuhan ou même Shanghai en bout de course. Infrastructure détruite, la faune et la flore ravagées, des centaines de milliards de dollars de dégâts et potentiellement un tiers de la population chinoise morte ou déplacée. Ce serait l'inondation la plus meurtrière de l'histoire, dépassant de loin la série d'effondrements qui a touché la Chine en 1975 lors du passage du typhon Nina, où 62 barrages se sont écroulés, faisant entre 26 et 220 000 morts. Le pire, c'est qu'il y a quelques années, des images satellites du barrage ont fait le tour du web. On le voyait complètement tordu. Comme s'il était déjà en train de céder, la Chine a affirmé que c'était le satellite qui déformait l'image. On croit qui on veut, mais ce qui est sûr, c'est que détruire un barrage, c'est un moyen très efficace de faire beaucoup de dégâts. D'ailleurs, j'ai quelques exemples de cibles toutes trouvées. En Irak, vous avez le barrage de Mossoul, construit dans les années 80 sur un sol de gypse, un minerai qui se dissout dans l'eau. Particulièrement instable, il fallait injecter 2 tonnes de béton par jour dans ses fondations pour le stabiliser. En 2019, il a enfin été consolidé, mais sa potentielle destruction a été beaucoup étudiée. On sait que s'il s'effondre, une vague de 54 mètres de haut se déversera le long du Tigre, atteignant Mossoul en quelques heures, puis Bagdad en moins de 2 jours, tuant au minimum 500 000 personnes. En France, notre barrage le plus à risque, c'est sûrement celui de Vouglan. On sait qu'il est particulièrement surveillé car vieux et avec de potentiels problèmes de stabilité. Dans les scénarios catastrophes imaginés par EDF, une vague de 12 mètres de haut ravagerait une cinquantaine de villages, mettrait en danger la centrale nucléaire de Bougier et atteindrait même Lyon en fin de course. Heureusement que ça ne se brise pas n'importe comment. Évidemment, avec des explosifs, le barrage va céder. Mais pas besoin d'aller jusque là. En bloquant l'écoulement dans une période de pluie torrentielle, le barrage finit forcément par s'écrouler sous le poids de l'eau qui s'accumule. D'ailleurs, que ce soit à cause d'erreurs techniques, humaines ou de design, c'est souvent comme ça que les catastrophes se déclenchent. Tout faire sauter. Si vous habitez à Dijon, vous êtes à moins d'une heure d'une usine toute particulière, celle de Valduc, le seul endroit en France autorisé à fabriquer et démanteler des armes nucléaires. Si ça se trouve, vous êtes déjà passé dans le coin et avez croisé un camion qui transportait une ogive. Ça pourrait être une idée, s'en prendre directement aux armes nucléaires d'un pays. Car oui, on le sait, la France en a environ 300 à disposition. Évidemment, ils peuvent pas dire publiquement où ils les rangent, mais on a quelques idées. Déjà, le pays a démantelé ses bases et véhicules terrestres qui pouvaient tirer des missiles depuis la terre ferme. Aujourd'hui, si la France doit utiliser l'arme nucléaire, elle le fera via des sous-marins ou des avions. Ça veut dire qu'il y a de bonnes chances qu'on en trouve dans le Finistère. Car oui, c'est là-bas que se cache l'île Longue, officiellement la base opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est là qu'on s'occupe de leur maintenance et très certainement qu'on y charge les missiles. Ensuite, pour les avions, ils peuvent partir de 3 bases, celles de Istres, de Saint-Dizier ou de Havorde. Contrairement aux sous-marins, ils sont pas continuellement équipés, mais doivent pouvoir l'être rapidement, donc on peut supposer que pas loin de chacune des bases, il y a une sorte de hangar super secret où sont toutes les têtes nucléaires. Oui, peut-être juste à côté de chez vous. D'ailleurs, si vous êtes belge, vous êtes pas épargné. À 1 heure de Liège, dans la base militaire de Kleinbrogel, les USA ont stocké une vingtaine d'ogives. Au total, ils en ont plus de 150 en Europe. Après, s'attaquer à ce type de stockage fera sûrement beaucoup de dégâts à un pays, mais c'est un peu aléatoire. On sait pas exactement le nombre de bombes, ni leur puissance. Les missiles B-16 stockés par les USA peuvent avoir une charge de 0,3 kilotonnes, 50 fois moins puissant qu'Hiroshima. On appelle ça des missiles tactiques, faits pour frapper des objectifs précis, pas suffisants pour ruiner un pays. Non, ce qu'il faut, c'est viser un endroit vraiment dangereux, où on a rangé un nombre indécent de missiles. Par exemple, à côté de la ville
ville de Saratov. On y trouve à la fois un site de stockage d'armes nucléaires et une base militaire avec des dizaines de bombardiers. Là, on a la certitude qu'ils y gardent à la fois des bombes tactiques, mais aussi des énormes missiles stratégiques, jusqu'à 13 fois Hiroshima. Dans les années 2010, on estimait qu'il y en avait plus d'1 millier dans la zone. Rien que sur les images satellites, aujourd'hui, il y a de quoi en entreposer plusieurs centaines dans les bunkers à la surface. Probablement un des endroits les mieux protégés du continent. Mais aucun doute que tout faire sauter réduirait le pays à néant. Et peut-être quelques-uns de ses voisins au passage. Enfin, les USA sont pas en reste. Eux aussi ont des cibles de choix pour faire un feu d'artifice géant. L'endroit le plus facilement dangereux, c'est sans aucun doute le KUMMSC. L'un des lieux où ils s'occupent de l'entreposage, de la maintenance et surtout du démantèlement de leurs armes nucléaires. Petit détail, c'est la plus immense installation du genre dans le monde. 22 hectares, complétés par 28 000 mètres carrés d'installation souterraine. On y trouve entre 2500 et 3000 bombes, environ 20% du total mondial, plus de la moitié des réserves américaines. Tout ça à seulement quelques minutes de la ville d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Alors évidemment, les protections pour empêcher que ça tourne mal doivent être démentielles, sinon ces informations seraient pas publiques. N'empêche que si l'endroit venait à être détruit d'une manière ou d'une autre, peu probable que les USA s'en relèvent. Dans le meilleur des cas, il y a moins de bombes qu'on le pense et on se retrouvera avec un cratère gigantesque et un pays coupé en deux par une zone radioactive. Dans le pire, la nation va sombrer dans le chaos pendant que le reste du monde essaie de comprendre ce qui lui arrive. Alors, est-ce qu'on est si proche que ça de l'effondrement d'une nation? Pas sûr. Le monde a sûrement plus à y perdre qu'à y gagner. Un pays qui s'effondre, surtout un gros, ça veut probablement dire qu'il va en entraîner pas mal d'autres dans la foulée. Tout ça, c'est finalement un équilibre bien rodé. Je me demande combien de fois on a frôlé la catastrophe sans le savoir.